Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans cette émission Café Débat consacrée essentiellement à l'analyse à l'interne par nos journalistes, investigateurs et analystes de l'actualité brûlant, les sujets qui focalisent les attentions. Et aujourd'hui, nous focalisons entre autres sur des sujets d'aspect politique, mais aussi social, éducation. Évidemment, le premier sujet, c'est depuis hier qu'il a été donc évoqué et qu'il fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre depuis ce matin. Il s'agit de Paul Moussa Diawara, l'ancien directeur général de l'Office guinéen des publicités, l'OGP, qui sort de prison et donc le mandat de dépôt sur la base duquel il a été donc enfermé à la maison centrale a été tout simplement levé. Eh bien, on parle d'un retour normal à la procédure judiciaire. D'autres y voient une manœuvre tout simplement de connivence avec le pouvoir et qui encouragerait une sorte d'impunité dans le pays. Quel est le regard de nous autres journalistes? Nous reviendrons sur ce sujet. Et puis Alpha Condé qui prend acte de la position favorable et unanime du gouvernement Kassory pour le changement des constitutions. Eh bien, prendre acte et dire clairement qu'il va vers le changement des constitutions, sont-ils deux faits différents? À ce titre, peut-on dire que Alpha Condé, malgré cet acte, qu'il maintient encore le suspense dans le fait que tout le monde attend qu'il enclenche véritablement le processus de changement de constitution? La question est posée et puis nous revenons là-dessus tout à l'heure. Et puis, autre sujet, c'est bien cette affaire de changement de constitution, une liste d'étudiants favorables au changement de constitution, prêts à se battre pour cela sur le terrain, qui seraient en train de se faire au sein des universités. Et si cela est le cas, peut-on dire que c'est une instrumentalisation du milieu estudiantin à haut risque? Et la question est posée, on va revenir tout à l'heure avec un de nos journalistes. Et puis travaux publics, passation douteuse du marché pour un pont de 7 mètres dans la zone de Mali-Yembérin. Quels sont les dessous de cette passation de marché qui aussi soulève des curiosités? Nous parlerons de ça et puis nous terminerons par le Sili national qui, vous le savez, dont la prestation a en quelque sorte endeuillé, sportivement parlant, les amateurs du foot, les Guinéens dans l'ensemble. Et ces révélations choquantes liées aux dépenses dites colossales de la part du ministère des Sports, révélées par nos confrères de Guinée News. Voilà une pléiade et mosaïque des sujets que nous allons aborder. À mes côtés sur ce plateau, Souri Kandia Bangoura, il est journaliste à Gangan TV. Kandia, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi toujours de venir sur ce plateau. Alors merci de la disponibilité. Ousmane Keita, analyste au sein du groupe, analyste politique bien sûr, Ousmane Keita, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci pour l'invitation et le combat continue. Merci de la disponibilité. Alors, premier sujet, Paul Moussa Diawara qui sort de prison. Je l'ai dit, la question, retour à la procédure normale, en parlant de procédure judiciaire, ou caution à l'impunité? Bon, jusqu'à ce qu'on nous prouve que c'est une sorte de caution à l'impunité, je préfère m'intéresser un peu à la procédure parce que il y a quelques secondes seulement, quelques minutes avant que je ne revienne sur ce plateau, j'ai parlé avec un des avocats qui m'a donné un certain nombre d'explications qui pourraient coller un peu à la réalité. Vous savez, en fait, quand il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec tous ces tas d'amendes, on a à un certain moment dit, pour certains, selon les positions, en certains ont pensé que c'était une sorte de chasse à l'homme dans le paysage politique, notamment autour des alliés du RPG Arc-en-Ciel qui sont aujourd'hui, certains sont pour. Des alliés qui devenaient encombrants, gênants. Et tout ce qu'on sait comme antécédent autour de Paul Moussa aujourd'hui par rapport à son positionnement. Et tout a commencé depuis la veille déjà des élections du 4 février, élections communales. Et après cela, il y a cette fonte du GPT dans le RPG Arc-en-Ciel qui a aussi attiré l'attention d'un certain nombre de personnes qui sont censées faire la même chose. Mais Paul Moussa
condamné parce que tout simplement on estime qu'il a détourné de l'argent, il a fait une mauvaise gestion. Et ça, c'est pas simple de toute façon. Voilà. Un détournement de deniers publics, ça reste une situation sérieuse, donc on ne pourrait pas dire tout simplement pour détournement de deniers publics. Tout simplement parce que jusque-là, il y a pour le moment anguille sous roche. On se pose beaucoup de questions autour de ce jugement. Est-ce que Paul Moussa est le seul qui a détourné des deniers publics ici? Est-ce qu'il est le seul dont le dossier est déjà sur la table de l'agence judiciaire de l'État? Est-ce qu'il est le seul? Ou est-ce que l'OGP ou l'OGC sont les seules entités aujourd'hui qui sont incriminées dans ce genre de choses? Vous vous souvenez du cas de la Lonagui aussi. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est Paul Moussa Diawara seulement qui est là? C'est pour cela que je dis parce que tout simplement, et d'ailleurs, jusque-là, après condamnation, donc ils ont interjecté appel. En principe, quand on interjecte appel, normalement, la décision tout de suite ne peut pas continuer, la décision de justice. Mais il s'est trouvé qu'il y avait déjà un mandat aussi de dépôt qui était décerné là. Donc à partir du moment où, selon l'avocat tout de suite, les avocats de Paul Moussa ont interjecté appel, en principe, ils ne devaient pas aller en prison. Cela est donc suspensif de la décision de justice. Mais malheureusement, il y avait aussi ce mandat de dépôt qui demandait aux juges, plutôt aux auxiliaires de justice, de le déposer à la maison centrale. Donc là aussi, pour lever ce mandat de dépôt, il faut une procédure. Et c'est cette procédure qui a été suivie. C'est vrai que ça a pris du temps, jusque-là, qui a finalement abouti. Donc, aux mains levées, c'est pour cela qu'on parle du main levée. Donc, c'est cette procédure qui a été donc suspendue aussi. Donc, du coup, Paul Moussa Diawara libre, mais pas complètement, et il n'est pas placé sous contrôle judiciaire. Il y aura une autre décision de justice parce qu'ils ont interjecté appel. L'appel qui sera, le jugement qui sera rendu là, c'est ce jugement qui nous dira si Paul Moussa Diawara doit encore retourner en prison ou pas. Mais normalement, s'il n'y avait pas ce mandat de dépôt qui le prenait directement du tribunal là-bas pour l'amener à la maison centrale, donc en prison, il pouvait bénéficier d'une liberté jusqu'à ce que l'appel interjecté par ses avocats commence à porter fruit à travers un procès. À la cour d'appel, bien sûr. Alors oui, Ousmane Keïta, oui, quelle analyse faire de cela? Aujourd'hui, il y a des citoyens profanes en matière de droit, peut-être critiques de la gouvernance qui dirait que non, c'est un arrangement tout simplement. Quel regard toi tu portes là-dessus? Mon regard est très critique. La Guinée est à un niveau extrêmement dangereux. On met quelqu'un en prison pour corruption. Il faut rappeler qu'il a détourné, il aurait détourné une somme de 42 milliards de francs guinéens. Oui. Il faut le signaler. Et dans la Constitution, il est écrit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Et il faut rappeler aussi qu'Alpha Condé, par le canal de son Premier ministre, Kassori, avait dit ici, publiquement, que sa première mission, c'est lutter contre la corruption à tout niveau. Tous les départements ministériels ont réussi dans leur portefeuille ministériel la lutte contre la corruption. Il faut le rappeler. Oui. Donc, il faut analyser dans ce cadre que Paul Moussa Diawara a été libéré pour une question politico-électorale. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base au kilomètre 36. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base à Kisdougou. Nous tendons vers un référendum, un prétendu référendum dans les années avant 2 ans, avant 2020. Donc, il pourra faire beaucoup plus de soutien pour le régime en place afin que le pouvoir parvienne à gagner soit les référendums ou les autres échéances électorales. Donc toi tu vois Paul Moussa redescendre sur le terrain encore pour battre campagne pour le RPG. Paul Moussa Diawara est libéré pour un deal politico-économique, surtout électoral. Je pense qu'il y a eu des tractations à partir de sa prison pour qu'on puisse le faire libérer parce que d'après nos sources, Alpha Condé disait qu'il a été sanctionné juridiquement sans qu'il ne soit au courant. Ça a été dit ici. Donc Alpha Condé a pris note pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des négociations à l'interne afin que les juges soient au courant et le procureur parvienne à faire en sorte qu'on puisse fléchir sur sa décision judiciaire et qu'il soit libéré pour une mission électorale. Tout à fait normal parce que ce pays est un pays très très politisé. Il va bientôt se rendre dans la forêt
pour une mission électorale. Donc toi, tu penses que c'est plutôt une manœuvre, politique dont la finalité... La finalité, c'est de faire en sorte que les populations de Kisdougou, y compris la population de la forêt, soient acquises pour les prochaines séances électorales. Il ne faut pas les dénigrer, parce que c'est ça sa mission. Alpha Condé ne voit que politique. Bien. Donc, pour moi, sa place, ce n'est qu'en prison, y compris ceux qui sont libérés. On a le cas de même s'il faut bâcler la procédure, même s'il faut bâcler la procédure. On a le cas de Sekou Kamara, on a le cas de Shérif de la Lonagui, on a le cas de plusieurs ministres qui ont volé ce pays sans qu'ils soient inquiétés par la justice. C'est très dangereux de libérer quelqu'un qui n'a pas sa place dans la société, mais plutôt en prison. Parce que les crimes économiques dans la Constitution sont imprescriptibles. Oui, on va terminer là-dessus, on va passer à un autre sujet rapidement pour terminer. Juste que là, moi, en fait, ça, tout ce qu'on dit là, vous savez, il faut pouvoir prouver ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, je ne dis pas que Paul n'a pas volé. Je ne dis pas qu'il a volé non plus. Parce que jusque-là, c'est la justice. C'est à la justice de nous prouver qu'il a volé. Une première juridiction... Maintenant, l'angle politique. Voilà, lui, il a plutôt abordé l'angle politique. Est-ce que tu penses aussi que ça peut... l'autre face de la pièce, c'est le côté politique, que ça peut être justement une manœuvre de sorte d'utiliser l'homme sur le terrain politique dans un contexte aujourd'hui où le pouvoir cherche de plus en plus d'alliés, d'adhésion au sein de la population à cette situation de changement de constitution. Du moment où Paul avait été amené en prison, il a quand même une base politique. C'est sûr que ceux-là étaient peut-être fâchés d'une manière ou d'une autre pour dire que le pouvoir a lâché leur président en parlant de son parti politique. Et puis, puisqu'on parle de région dans notre pays, certains vont dire oui, il a lâché notre fils. Maintenant qu'il est libéré, peut-être qu'on peut dire dans les coulisses que non, c'est le président qui a travaillé à ce qu'on le libère. Donc allez-y dire ça aux gens de sa région, allez-y dire ça aux gens de son parti politique, et peut-être que ça peut constituer une forme voilà quoi, de rapprochement de ces gens-là qui étaient frustrés. Ça peut constituer cela politiquement. Politiquement, ça ne colle pas. Moi, je dis tout de suite que ça ne colle pas, parce que je ne donc vois toi, si on ne veut pas perdre l'électorat, on essaye de faire le maximum pour éviter de frustrer ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Il serait mieux, si c'était le cas, d'éviter de faire des manœuvres en amont déjà, pour ne pas que Paul Moussa Diawara parte en prison. Moi, tu m'emmènes en prison, quel que soit ce que nous avons fait comme deal, je cherche à sortir de prison parce que tu as fait des manœuvres, mais je ne vais pas te soutenir. Donc toi, tu ne t'entends pas à voir Paul Moussa sur le terrain ces jours à venir pour battre campagne pour cette affaire de constitution en faveur du RPG. Non, bien. Pas du tout. Alors, on en reste là. Je signaler que lorsque tu étais en France, quand j'ai animé cette émission, j'ai fait une émission avec le monsieur Bouna. Paul Moussa était dans la salle. C'est vrai qu'il fait partie des personnes qui ont dit bon, il faut essayer de mettre ce sujet sur la table pour essayer de mettre le débat autour de la Constitution sur la table. Mais battre campagne autour du... Et d'ailleurs, les manœuvres politiques, je n'y crois pas parce qu'il y a un autre jugement qui profile à l'horizon, notamment à la Cour d'appel. On en reste là pour l'instant. En tout cas, l'information, ce qui reste clair, c'est que Paul Moussa est désormais en dehors de la maison centrale. Ce qui va advenir politiquement après cette libération, plus ou moins, ou d'une façon provisoire, ou peut-être définitive, on verra ce qui va advenir point de vue juridique, et politiquement aussi, on verra est-ce que l'homme va retourner sur le terrain, et pour faire quoi exactement sur le terrain, on verra tout cela. Et l'autre sujet, justement, rapidement qu'on aborde, c'est Alpha Condé qui prend acte de la position du gouvernement Kassouri sur cette affaire de changement de constitution. Alors oui, aussi, là-dessus, Keita, j'ai posé la question, est-ce que ça veut dire que le président est prêt pour qu'on change de constitution? Parce qu'il n'a fait que prendre acte. D'aucuns pensent qu'il maintient toujours le suspense. Il a dit que je prends acte, mais il n'a pas dit, alors le moment est venu, on va enclencher le processus. Vous savez, le président Alpha Condé est très renard politiquement. C'est un homme rusé qui attend jusqu'à la dernière minute pour s'affirmer. Mais il a déjà dit devant la presse sénégalaise, il dit s'il y a un référendum et s'il y a une nouvelle constitution, c'est qu'il y a un troisième mandat. Il a dit publiquement ici devant tout le monde. Donc, il a pris acte à travers une mission interne, ce qui va lui permettre de légitimer
sa mission sur le plan national. Il a pris acte de la position du gouvernement. La position du gouvernement. Il n'a pas dit que je valide la position du gouvernement, je vais mettre finalement leur désir à exécution en demandant désormais qu'on aille vers le référendum. Il dit je prends acte. S'il n'avait pas l'ambition de se présenter ou bien de proposer un référendum, il allait faire comme le président sénégalais. Quand les députés sénégalais l'ont demandé un troisième mandat, il dit attendez, laissez-moi avec ces débats-là. Ça a été dit aussi par plusieurs chefs d'État de la sous-région qui sont démocratiques. Donc, il a pris acte de façon souterraine pour pouvoir aussi manigancer parce que le Premier ministre a dit qu'il sera sur tous les fronts pour pouvoir défendre le cas du référendum afin que la nouvelle constitution soit mise en vigueur et que la nouvelle... En tout cas, pour faire en sorte que le président soit capable de se représenter au-delà de 2020. Ça a été dit par le Premier ministre, ça a été dit par plusieurs ministres. Donc, il a pris acte. C'est une façon de parler, mais indirectement proposer une nouvelle constitution et qu'il soit validé. Bien. Ça a été dit et ça a été respecté. Sa mission, ce n'est que propagandiste, sa mission, ce n'est qu'une mission politique pour le pays. Se représenter, ce n'est que dans sa mission, dans son cerveau, il veut se présenter. S'il ne devrait pas se présenter, il n'allait pas se mettre à rencontrer n'importe quoi et à valider les propos de son gouvernement. Ah oui, il devrait dire au moins Kanga, il prend acte de la position du gouvernement. Est-ce que ça suppose que de jour en jour, il est en train de démontrer qu'ils sont prêts à aller vers ce changement de constitution? Ou est-ce que ça reste encore? Est-ce qu'on peut dire que malgré ça, il garde encore le suspense? Oui, le suspense existe. Ça, il faut le dire sans embâche. Mais vous savez, le français aujourd'hui est très délicat. Prendre acte ne veut pas dire qu'il valide tout de suite. Mais quand vous prenez la chose sur la forme, on se rend compte... Il valide indirectement. On se rend compte que ce qui se dit lui plaît. C'est tout simplement ça. Parce que lorsque vous êtes un homme de droit, ou bien vous êtes un homme, une institution telle que le président de la République, et que ces genres de choses viennent sur la table, aujourd'hui, depuis que le président de la République s'est prononcé pour la première fois autour de cette nouvelle constitution ou d'un troisième mandat, vous vous souvenez qu'il a toujours dit c'est le peuple, c'est au peuple de s'exprimer. La parole revient au peuple. Aujourd'hui, quelques entités ont commencé à s'exprimer. Les ministres ont commencé à s'exprimer. Il a pris acte de ce que ces entités disent, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. Aujourd'hui, il a ouvertement dit je prends acte de la position de mes ministres. Mais tout le monde sait que le ministre est là aujourd'hui pour mettre en pratique la politique gouvernementale. Absolument. Donc, prendre acte, c'est en quelque sorte dire, ouais, continuez. Ils acceptent. Je ne suis pas contre. Parce que pour la nouvelle constitution. si le président de la République n'était pas contre, tout de suite, c'était l'occasion idéale pour dire je ne veux plus, parce que tous les ministres étaient là, ou quasiment tout le monde. C'était l'occasion pour dire je ne veux plus entendre parler de ça. Mais c'est une façon de voir, de tacter le terrain pour voir réellement si la situation est favorable. Et je vous dis tout de suite, si la situation est favorable, le président ne va pas hésiter de valider le... Oui, mais enfin, politicien, si il voit que entre les intentions exprimées, même s'il est favorable, lui, à ses intentions, mais que le terrain n'est pas favorable à cela, je vais parler de la majorité des Guinéens, en termes d'hostilité, en termes de risque de tension, il aura une porte ouverte de dire que je n'avais fait que prendre acte des volontés exprimées par le gouvernement, par certaines populations, mais vu le risque, je pense qu'il faut mettre un terme à ça. Il a toujours ce temps-là encore, je pense. Et c'est d'ailleurs pourquoi jusqu'à présent, le président Alpha Condé ne s'est pas encore exprimé. Voilà. Parce qu'il doit toujours nous laisser le suspense. Donc en disant qu'il prend acte, est-ce que ça veut dire qu'il laisse toujours une fenêtre ouverte à un changement de position de sa part? Oui, plutôt une porte de sortie. Oui, une porte de sortie, une fenêtre. Une porte de sortie, une fenêtre pour pouvoir vraiment s'échapper au cas où il y aurait des problèmes, parce que jusque-là, ouvertement, il ne s'est pas exprimé. Mais, je le dis et j'insiste encore, s'il n'était pas vraiment d'accord, les ministres seraient déjà dans leur département, continuer à travailler. Voilà. Mais ils sont sur le terrain, ils abandonnent les missions qui leur sont dévolues pour battre campagne à l'intérieur, alors qu'il y a... Si nous prenons le cas du ministre de l'énergie, pendant qu'il n'y a pas de courant et à Conakry et à l'intérieur du pays, et aujourd'hui il continue à battre campagne. Bien. Mais le président ne le dit pas, au lieu de battre campagne, fait tout pour que le courant revienne à Conakry. Donc quelque part, je rappelle qu'il n'est pas le seul sur le terrain. Il y a aussi merci, on va revenir là sur tout ça, et c'est le moment, bref, d'observer la petite pause. Juste après quelques secondes seulement, nous nous retrouvons.
Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée justement à l'analyse interne des sujets brûlants du moment. Vous l'avez compris, donc dans la première partie, nous avions parlé tout à l'heure de Paul Moussa Diawara, ancien directeur général de l'OGP, l'Office guinéen des publicités, qui sort de prison. Et comme je l'ai dit, après toutes les premières analyses, pour certaines hâtives et pour d'autres objectives, on verra sur le plan politique quelle est la démarche que va prendre l'homme, et puis point de vue juridique, quelle sera la suite de ce dossier. Et puis Alpha Condé qui prend acte de la position du gouvernement Kassouri unanimement pour un changement de constitution. Cela veut-il dire qu'il a tout simplement validé 100% qu'il ira vers cette position, ou est-ce qu'il maintient toujours le suspense? La question s'est posée, vous avez vu les analyses. Et puis après, toujours en parlant de constitution, nous l'apprenons, il y a une liste que les recteurs feraient promener actuellement dans les universités pour recenser tous les étudiants favorables à cette affaire de nouvelle constitution. Pour quelle fin? Est-ce pour les instrumentaliser? Et justement la question que je pose, cette instrumentalisation des étudiants pour cette affaire de changement de constitution peut-il comporter un grand risque? Alors oui, Ousmane, vous avez attiré notre attention sur ça, ce qui se passe dans les universités en ce moment. Vous savez, l'école guinéenne est politisée à outrance. Les universités guinéennes qui ne forment que des sommaires ont pour mission aussi de faire en sorte que les étudiants ne s'occupent que de la politique de la base. C'est extrêmement normal quand même, mais si c'est une implication directe du parti au pouvoir ou bien des autres partis de l'opposition pour pouvoir faire en sorte que les utiliser les étudiants à leur fin, c'est extrêmement dangereux. Ce qu'on a cueilli comme information, il y a cela 2 mois, il y a 2 coordinations. Une coordination, la première qui est gérée par Maurice Sangaré et coachée par Souleymane Keïta, il faut le dire, et la seconde qui est gérée par Abdoulaye Yero, le ministre de l'Enseignement supérieur. La première coordination a pour mission de... Quelle coordination? La coordination des étudiants et élèves de Guinée, du Bureau national du RPZ. Il faut le dire ainsi. Cette coordination a pour mission de recenser tous les étudiants et tous les élèves majeurs qui ont au-delà de 18 ans pour installer des bureaux de base, des sections dans toutes les écoles et toutes les universités de la Guinée. Et récemment, ce bureau a été validé par Alpha Condé lui-même. Il faut le dire aussi. Au niveau de la tête du parti, il y a 2 personnalités sur le plan estudiantin qui ont été choisies pour coordonner le bureau des étudiants. La première personnalité s'appelle Sekou Kamano. La seconde personnalité s'appelle un certain Yansane. Mais le bureau des étudiants et élèves de Guinée au compte du parti, le choix a été porté sur Sekou Kamano récemment. Sekou Kamano a été validé par Alpha Condé. Mais il y a eu des tractations à l'interne parce qu'il y a des personnalités qui veulent récupérer les secrétariats nationaux de la jeunesse du parti. Comprenez? Donc ils sont passés par, c'est Yansane, parce que ce Kamano est très proche du Premier ministre. Donc, faire en sorte que ce Kamano soit déboulonné pour donner le poste, offrir le poste à Yansane, par le canal de Maurice Sangaré. Tout ça, c'est les manœuvres à l'intérieur là-bas. Le sujet, c'est quoi? C'est que d'abord, on a vu un moment le parti au pouvoir, le RPG, valider ces sections scolaires et universitaires. Nous savons que dans les temps de Lansana Conté, où les RPG et autres partis étaient des partis des oppositions, et ils avaient des sections universitaires, comme le RPG par exemple, mais c'était des sections qui n'étaient pas officielles. Effectivement, qui évolue, on va dire, dans une sorte de clandestinité dans les universités, mais qui prônait l'idée d'Alpha Condé. Et c'est de ces sections dont sont sortis des cadres aujourd'hui de l'administration, comme les Bantama, comme le ministre de l'Habitat de la ville, donc d'aujourd'hui, et d'autres, bien sûr, et même le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, voir le parti au pouvoir. Parce qu'au même moment, est-ce que quand eux, ils évoluaient dans la clandestinité dans les universités, est-ce que le PUP avait officialisé des sections scolaires et universitaires dans les écoles? Je pense que non. Et aujourd'hui, voir que ce parti-là
au pouvoir aujourd'hui officialise jusque dans les écoles, dans les lycées et les universités désormais ces sections, est-ce que ce n'est pas un problème? Parce que là, on politise à outrance, on officialise des étudiants, on les étiquette politiciens dans ces universités. Et est-ce que ça n'ouvre pas la voie aux partis de l'opposition aussi d'aller installer leurs sections dans les universités, dans les lycées? En ce moment, on est dans une anarchie politique. Avant qu'on ne parle maintenant de cette liste-là qui est en train de circuler. Oui, c'est très dangereux. Parce que quand on se refait un peu ce que Ousmane Keita vient de dire, si ces cas sont avérés, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il ne faut pas noter que... On a vu de toute façon la validation au RPG, il n'y a même pas un mois. En fait, pour rappel, moi j'ai une fois porté des t-shirts où il a écrit section estudiantine et scolaire du PUP. J'ai porté ça. Ces t-shirts, je le confirme, c'était en 1998. Donc officiel. Officiellement, il y avait cette section, mais c'était à l'approche des élections présidentielles. Mais ça n'avait pas pris aussi d'ampleur. C'était juste pendant la période électorale. Et pour le RPG, ça a toujours existé. Parce que vous vous souvenez, vous venez de citer le cas de Yero, du ministre Ibrahim Kourouma, de Bantamasso. Bantamasso, d'ailleurs, qui a, selon les informations, a été une fois radié à l'université à cause de ces manœuvres politiques. C'est aussi, ça a existé depuis un moment. Mais aujourd'hui, l'allure que ça prend, ça devient très dangereux. Parce que le lève-tête, quand vous vous officialisez, ça a beaucoup de conséquences. Le lève-tête du RPG, et que le maître soit du PDN ou d'un autre parti politique ou de l'UFTG, en tout cas d'un autre parti politique, si il n'y a pas d'entente, est-ce que l'élève ne risque pas de perdre sa note? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des problèmes? Parce qu'il faut éviter, c'est d'éviter que ce qui est arrivé à Bantama et d'autres personnes arrive aujourd'hui aux élèves. Parce que à Bantama, c'est arrivé à un groupe de personnes, un petit groupe. Mais ce qui est là risquerait d'arriver aux professeurs désormais. Peut-être de perturber tout simplement l'ordre dans les... Justement, parce que là, c'est les élèves. Jusque dans les lycées, ça dans les lycées, parce que quand vous parlez de liste des enseignants, liste des élèves, liste des... ça, c'est par rapport à la Constitution. Là, on parle de l'installation officielle des sections dans les lycées et universités. Ce n'est pas normal. Ce n'est tout simplement pas normal parce que lorsque vous constituez une liste, ou en tout cas un bureau dans l'université, ceux qui ne sont pas de ce parti, est-ce qu'ils ne vont pas penser à un moment donné que vous perturbez les cours? Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer des problèmes dans les listes? Et s'il y a mésentente, qu'est-ce qui va arriver? C'est pratiquement... c'est le chaos dans les écoles. Alors, donc c'est ce qu'il faut éviter parce qu'il risque d'avoir même des affrontements dans les écoles. Donc le parti au pouvoir, si vraiment ces manœuvres ont commencé, doit arrêter tout de suite. Ce n'est pas normal. Tout ce que le président a fait jusque-là, je pense qu'on doit se limiter là. Mais créer des sections de ce genre, politiser à outrance l'enseignement qui est déjà à terre, c'est pratiquement le pied. Maintenant, la liste qui circule, qu'est-ce qu'on en sait? Qui fait circuler cette liste? Quelles sont les conditions? Au-delà des étudiants qui sont déjà dans les sections universitaires et scolaires du RPG, donc dans ces milieux estudiantins et scolaires, est-ce que cette liste consiste à acheter d'autres étudiants à l'université en les convainquant par d'autres privilèges, que soit la conviction pour qu'ils viennent, et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'on dit en leur demandant de venir s'inscrire sur cette liste des étudiants favorables à la nouvelle constitution? Ce qui a été déclaré comme offre à ces étudiants et les élèves, c'est qu'il faut rejoindre les partis parce que c'est une partie de l'avenir. Quand tu rejoins les partis, une fois que tu finis tes études, tu auras un emploi parce que c'est les RPG qui est aux commandes. Et quand les RPG est aux commandes, tout sera à leur disposition pour d'abord prioriser les militants du parti afin qu'ils puissent au moins soit dans nos administrations, même si c'est politisé actuellement à outrance. Donc c'est le discours qu'on tient dans les universités. C'est le discours qu'on tient dans les universités. Toutes ces listes-là circulent dans toutes les universités, pratiquement dans toutes les écoles, surtout les lycées, pour pouvoir faire en sorte que les élèves et les étudiants... Donc est-ce que les recteurs sont complices de ça? Les responsables de lycées publics sont impliqués dedans? Ou est-ce que ce sont les envoyés du RPG qui viennent directement vers les étudiants? On veut savoir, est-ce que c'est l'administration de ces écoles même et ces universités sont impliquées dans l'élaboration de ces listes d'étudiants favorables à un changement? Il y a des coordinations qui ont été mises en place par le parti. La coordination qui est gérée par Maurice Sangaré
à une équipe, toute une équipe qui descend sur le terrain, au compte du parti pour pouvoir recenser les élèves étudiants. Maurice Sangaré, le ministre de l'Éducation. Maurice Sangaré, le ministre de l'Éducation, le MENA. Et celle qui est coordonnée par Yehou Abdoulaye Baldé est en direct contact avec les recteurs pour pouvoir fléchir les étudiants récalcitrants pour pouvoir, afin qu'ils puissent revenir au camp présidentiel. Ce qui a été fait et ça continue jusqu'à présent. Ça continue jusqu'à présent dans les universités et ça doit cesser maintenant parce que ça ne va pas permettre à la Guinée d'avancer. On a besoin de courant, on a besoin d'eau. Si tout est politisé à outrance, c'est extrêmement dangereux pour ce pays. On n'ira nulle part parce qu'on a un gouvernement politisé, toute une administration politisée et la base ne sera pas assez responsable pour une vision élargie afin que nous mettons nos égos de côté et de s'occuper de l'essentiel. Voilà, l'instrumentalisation donc des étudiants pour des raisons et des causes politiques et politiciennes est un risque dans ces temples dits de savoir, dans ces milieux scolaires. La question, elle mérite d'être posée et doit susciter des réflexions, des réactions, bien sûr. Et nous nous pencherons là-dessus davantage les jours à venir. Pourquoi pas aller jusque dans ces universités, interroger les étudiants, faire des interviews et aller auprès de ces recteurs s'ils sont impliqués dans ces démarches-là. Nous allons en faire bien entendu de gros sujets à débattre. Le temps pour nous de passer rapidement à cet autre, l'avant-dernier sujet, les travaux publics, passation de marché de façon douteuse, en tout cas du côté de Mali-Yembéren, un pont de 7 mètres, vous nous disiez, 7 mètres, oui, dont la valeur s'élèverait à plusieurs milliards. 4 milliards de francs guinéens. Il s'agit d'abord de Mali-Yembéren, la zone de Mali-Yembéren. À 52 km du centre-ville de Mali-Yembéren. Le pont existe et ça continue à être construit. Et la passation des marchés sans appel d'offres, de manière gré à gré, par Moustapha Naïté, il faut le dire, le ministre du PTP, à l'un de ses amis sûrs, le PDG de Petromar. Comprenez? D'abord en Guinée, pour avoir un marché, il faut faire un appel d'offres et faire des offres en matière sous-scellée, y compris des sociétés qui peuvent au moins déposer leur candidature, eux qu'on revoit réellement la société la plus offrante pour pouvoir lui donner le marché. Mais ce qu'on voit aujourd'hui à Mali-Yembéren, c'est extrêmement dangereux. Le ministre ne consulte ni le conseil administratif, le conseil de l'administration, ni le FER, ni le gouvernement tout entier. Il prend son cachet et sa signature pour octroyer un marché gré à gré à un de ses amis, du nom de Touré, PDG de Petromar, qui a une entreprise de construction de BTP. Vous comprenez? Donc, celui-ci a obtenu le marché et a commencé la construction à mi-avril. Donc, a exécuté le marché sur le terrain. À mi-avril. Ça continue jusqu'à maintenant. Ils sont d'après nos sources, ils sont à 15% de l'exécution du marché. Mais puisqu'il y a une urgence et que ça doit urgemment être construit, et d'après nos sources au ministère, le ministre a pris cette décision urgente pour pouvoir faire en sorte que le pont qui était en faillite n'empêche pas les gens de circuler librement. Mais c'est extrêmement dangereux de donner un marché de gré à gré à une personne. Pourquoi il faut le dénoncer? Est-ce que cela donc a frustré d'autres sociétés qui voulaient... Ça a frustré d'autres sociétés, ça a même frustré Momod Bobo. D'autres sociétés qui voulaient soumissionner pour ce marché? Absolument, ça a même frustré le président du conseil d'administration du ministère de l'administration du territoire. Du FER, oui. Le fonds d'entretien routier. Le fonds d'entretien routier. Parce que d'après nos sources, il ne consulte personne, il ne consulte pas, ni compris Maurice Traoré, il ne consulte pas Momodou Bobo. Il fait ses affaires. Et actuellement, il y a même plus de 17 dossiers dans son terroir, du moins, pour pouvoir octroyer ses marchés à ses collaborateurs sans appel d'offres. C'est une habitude de fait qu'il faut dénoncer. Donc un marché qui s'élève à au moins 4 milliards la petite bagatelle de 400 000 €, on va dire comme ça, c'est pas rien en tout cas. Surtout que c'est un pont en région, en province, notamment dans la zone de Mali-Yembéren, un pont de 7 mètres, vous avez dit. Oui. Sauf que cela est passé dans des situations douteuses et qui fâche le conseil d'administration du fonds de l'entretien
routier, puisque justement c'est de ce fonds où on prend l'argent qui doit donc servir à l'exécution de ces marchés. Oui, est-ce que cela, si de bout en bout, est reconnu par les uns et les autres, peut-être que c'est un dossier de plus au milieu de tant d'autres qu'on a toujours décrits en termes de passation des marchés dans notre pays. Tous les jours, on a dénoncé ces genres de pratiques. Vous vous souvenez déjà du temps du CND jusque maintenant, il y a des entreprises qui ont perdu même des marchés à l'arrivée du professeur Alpha Condé. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait qu'on ait fait comprendre au peuple de Guinée que ces pratiques-là vont cesser et que désormais les choses iront dans le notamment à l'arrivée de Kassouri. À l'arrivée de Kassouri, on nous a fait comprendre que tout cela va changer désormais. Donc si ces cas aussi sont avérés, pratiquement ça fait plus que mal. Bon, ça peut aussi s'interpréter. Par exemple, si le pont s'était affaissé ou qu'en tout cas il y avait urgence, on pouvait peut-être faire l'appel d'offres de façon très rapide et ne pas trop élargir le temps pour permettre au plus Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'appel d'offres cette fois-ci. Je dis si jamais il y avait urgence, on peut peut-être dire, bon, telle société, puisque c'est des habitués, on peut leur donner, faites-le rapidement et pour que... Un appel d'ordre restreint. Très restreint. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a autre chose aussi. Si vraiment on constate que, on se souvient un peu du cas de l'INSA là, est-ce qu'on a eu à faire des appels d'offres? Je n'en sais pas, je ne suis pas trop informé. Le pont de l'INSA. Mais le pont de l'INSA, il y avait tellement d'urgence qu'on ne pouvait pas se mettre à mettre toute cette procédure en marche. Bien. Dans ce genre de cas, on peut par exemple penser à la société qui pourra venir le plus rapidement que possible et peu importe ce que ça va nous coûter, mais l'essentiel est de limiter la casse. Bien. Mais si ce que tu viens de citer tout à l'heure, si c'est un habitué des faits, et qu'il y a d'autres dossiers dans son tiroir, et que d'autres personnes sont déjà frustrées par rapport à cette situation, c'est là que ça doit cesser, parce que là, ça n'arrange plus, là, ça devient quelque chose qui est anormal. Bien, on va revenir là-dessus. On peut l'en faire, mais si c'est des faits récurrents, je pense qu'il faut pratiquement bannir ça carrément de la gouvernance. Alors, est-ce que le fonds d'entretien routier donc, a des plaintes vis-à-vis du ministre des Travaux publics en ce qui concerne les procédures de passation des marchés, en ce qui concerne l'entretien des ouvrages de franchissement infrastructurel ou tout simplement la construction des routes et ponts, ainsi de suite? Il faut qu'on s'approche davantage de ce fonds, notamment du conseil d'administration, pour savoir quelles sont les réclamations qu'ils ont contre l'agissement du ministre. On reviendra là-dessus, ce n'est qu'un début. Et on va terminer cette émission en 2 minutes par le sport. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sili national à la CAN. L'opinion entre déception par les mauvaises prestations de l'équipe et révélation choquante en parlant des dépenses dites pharaoniques du ministère des Sports dans tout ça. Oui, que dire rapidement des prestations du Sili et puis de cette révélation faite par nos confrères de Guinée News qui parlent de 62 milliards dépensés par le ministère, et c'est pas encore fini. Si jamais nous continuons, est-ce que ça va continuer? Ah oui, d'abord il y a un premier souci l'équivoque qu'il faut lever dans cette situation, c'est que les Guinéens se font du mal eux-mêmes. Et je pense qu'on fait du tort et au Sili national et à Paul Put, l'entraîneur. En faisant quoi? C'est-à-dire, c'est en croyant qu'on a une équipe. Je vous le dis tout de suite que le Sili national, la Guinée n'a pas d'équipe nationale pour le moment. C'est une équipe qui est en construction. C'est quoi une équipe? Lorsque vous avez par exemple une équipe telle que le Mali, où les joueurs ont fait au moins 6 ans ensemble, où tout le monde peut donner les 11 types, ou les 15 joueurs titulaires pratiquement de l'équipe nationale. Une équipe telle que le Ghana ou André Ayou, c'est une catégorie inférieure telle que nos U17, ont remporté la coupe du monde de leur catégorie. Ils sont venus, ils ont été conduits et ça fait 8 ans que cette équipe joue ensemble. Si vous prenez Burkina, donc bref, on n'a pas une équipe construite. On n'a pas d'équipe comme la Côte d'Ivoire. On n'a que 2 minutes. On n'a que 2 minutes. Voilà, les académiciens qui ont raté 2 compétitions avec un bon effectif et qui ont finalement pris la coupe. Si vous parlez de Paul Put, en parlant de Paul Put aussi, on l'accable tout le temps. Il a amené une équipe en finale, l'équipe du Burkina, qui a joué et dont les joueurs étaient ensemble pendant 4 ans. Est-ce que, comparativement à une équipe de Guinée,
qui, jusqu'à la porte de la Coupe d'Afrique des Nations, ont continué à appeler les compétences, ont continué à recruter des joueurs. Nous n'avons pas d'équipe. Maintenant, l'autre facteur de notre mauvaise performance, prestation, est-ce que ce n'est pas le fait que ceux qui ont fait le sale boulot, si on peut le dire comme ça, en faisant qualifier l'équipe, les locaux, là, les joueurs locaux, qu'on les ait tous mis à l'écart et ramener d'autres aussi qui n'ont pas participé à la qualification de l'équipe, est-ce que ce n'est pas une des raisons, rapidement, de cette mauvaise prestation? Non, ce n'est pas une des raisons. En fait, pour la plupart de ces joueurs, il y a beaucoup qui sont blessés. Certains se sont retrouvés sans club. Ils ne peuvent pas aller compétir parce qu'ils ne sont pas en jambes. Sauf qu'on constate que même ceux qui sont venus aussi ne jouaient pas dans leur club. Donc, je parle de ceux qu'on a laissés à la maison et qui ont participé à la qualification de l'équipe. Les locaux. Il y en a peu. Les locaux, peut-être Paille qu'on a pris les deux, pratiquement devaient venir parce qu'ils valent mieux que ceux qui sont venus à leur place. Et ça, c'est un. De deux, on a parlé un peu de 62 milliards. Vous savez, dans toute l'histoire de la CAN, en tout cas les 12 participations que la Guinée a connues, jamais on a dépensé autant d'argent. Jamais il y a eu autant de mobilisation de fonds. Le ministère a eu faire des mobilisations, le comité de soutien et tout ceci. Mais vous avez vu tout ce tintamarre organisé autour du Sili, avions privés affrétés pour une première fois, un groupe de journalistes et d'autres qui, au-delà des normes, sont partis, des supporters. Maintenant, si les dépenses sont injustifiées, exagérées, il faut quand même qu'il y ait une vérification. Exagération. Si on se remet un peu à cette publication de Guinée News, il faut dire que la Guinée n'a jamais dépensé au-delà de 20 milliards. En tout cas, on est à 3 fois plus. Je pense que nos administrateurs doivent justifier. Cette révélation doit donc nous amener à vérifier davantage, à savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de surfacturation, mais des surfacturations. On reviendra là-dessus, on est largement pris par l'OTAN, alors je vais donc te sevrer là-dessus, Kita, nous y reviendrons prochainement. Merci à tous d'être venus développer ces sujets. À vous, merci de votre attention. On se retrouvera en début de semaine, notamment lundi soir, pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.